La radio qui vous rassemble, des rires, des émotions et des sons qui vous ressemblent. Des news, des hits et des débats en direct. Écoutez, vibrez, c'est le moment parfait. Bonjour à tous, bienvenue sur KSM Radio. Et je tiens tout d'abord à vous souhaiter un très bon ramadan à tous les musulmans. Bienvenue sur notre émission hebdomadaire Africa Unit. Je suis aujourd'hui accompagné de notre chroniqueur préféré, bien évidemment. Bonjour Malik Oudja. Bonjour à tous les auditeurs. De quoi vas-tu nous parler ? On va parler du tambour, de son rôle, en fait, le rôle du tambour. Entendu. Ouais, je vais parler après des berbères. Voilà. Ok. Bon, Malik, à toi. On commence aussi par moi. Oui. Bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Malik Oudja pour vous servir. Par contre, le micro, ça va ? Il y a des fois des coupures. Ok. Non, c'est bon. D'accord, j'ai eu... Alors aujourd'hui, on va parler du rôle du tambour d'un point de vue africain, et je vais englober les Antilles dedans, puisque c'est un petit peu le même monde concernant l'utilisation du tambour. En fait, l'idée c'est quoi ? C'est que là où je voudrais un petit peu insister sur le rôle du tambour, c'est un petit peu au niveau de la... Comment je vais dire ça ? Au niveau de la culture. C'est-à-dire que la culture, le rôle de la culture, globalement, je ne vais pas faire dans les détails, mais globalement, le rôle d'une culture, c'est de pouvoir assurer au peuple qui porte cette culture une espèce de colonne vertébrale. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous n'avez pas de colonne vertébrale au niveau de la culture, vous allez forcément avoir besoin de vous appuyer sur une colonne vertébrale. Et généralement, ça se passe comment ? Vous vous appuyez sur la colonne vertébrale de quelqu'un d'autre. Et quand vous en arrivez là, c'est que vous êtes dans un contexte colonial. C'est-à-dire que ce n'est pas votre colonne vertébrale, c'est celle de l'autre, et ça veut dire que vous perdez vos propres repères au niveau culturel. Donc, on va voir tout ça à travers le tambour, et vous allez comprendre pourquoi je présente les choses ainsi. Donc, en premier, on va prendre, donc, toujours comme je le fais à ce micro, on va toujours distinguer le paradigme, parce que c'est important de comprendre à partir de quel regard on parle du tambour. Étant donné que l'Europe, en général, n'est pas un continent à tambour, au départ, donc forcément, le regard européen sur le sujet va être forcément différent de celui de l'Africain ou de l'Afro-descendant qui vit aux Antilles. Parce que la culture, justement, c'est là qu'elle rentre en jeu. Donc, on va regarder tout à l'heure des documents, j'en ai amené un certain nombre pour étayer mon propos. Donc là où je voudrais un petit peu insister au niveau du paradigme également, c'est que l'importance du paradigme, justement, c'est de permettre de voir les différents éléments justement qui composent la culture et ce qui donne de la force à cette culture. Au niveau du tambour, on va distinguer plusieurs choses. Déjà, un tambour, dans le paradigme occidental, c'est souvent présenté comme un instrument de musique. Et donc, on va employer un vocabulaire, en tout cas, qui est adapté, et on va parler, par exemple, de jouer du tambour ou de jouer d'un autre instrument. C'est valable pour tous les instruments. Tandis que d'un point de vue, en tout cas du point de vue du monde noir, en général, le tambour, on ne joue pas du tambour, on fait parler le tambour. Et ça fait une sacrée différence. Et pendant toute ma rubrique, vous allez comprendre pourquoi je dis que ça fait toute la différence. La chose, c'est que dans le tambour, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a le fait que comme on n'est pas dans de l'art, simplement, on n'est pas dans la musique, on fait parler un tambour, ça veut dire qu'on rentre sur un territoire scientifique. Donc, on va faire fonctionner la vibration, parce que chaque son émet une vibration. Et c'est là-dessus que j'insiste pour qu'on comprenne pourquoi je parle du monde scientifique en général. Parce que le monde de la vibration, c'est pas un territoire que tout le monde aborde en général. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ce sujet, mais pendant des années, pendant très longtemps, les gens ne calculaient pas du tout ce sujet, et quand on parlait de ça, on disait « ouais, mais toi, t'as fumé quelque chose ». Donc en fait, maintenant, comme les choses se démocratisent un peu plus, il y a Internet qui joue beaucoup, on est capable de parler de ces choses-là sans problème. On peut expliquer que la vibration, elle se règle sur une fréquence, et la fréquence, elle peut être basse, moyenne ou haute. En tout cas, toute parole que nous prononçons
émet de la vibration, et c'est le cas du tambour, et c'est pour ça qu'on parle de la parole du tambour. Et notamment en Afrique, les Dogons du Mali étaient déjà très précurseurs sur le sujet quand ils ont quand même employé l'expression de faire parler l'instrument. Donc en Europe, on va vous dire on joue d'un instrument, alors que là-bas, on était déjà sur la phase où un instrument, c'est un outil de parole. Ce qu'on va faire avec Monsieur Sofiane, on va passer au premier document. Alors, moi, je vais prendre mon téléphone pour suivre aussi les documents en même temps que toi. Enfin, voilà, vous voyez, là, c'est bien la première photo. Comme ça, je le mets, hop. Ouais. Moi, je vais suivre sur mon téléphone aussi les photos pour pouvoir les commenter. Au cas où, moi, j'ai un bon visu sur les documents. Bon, ça va le faire aussi. Donc, en fait, on a là, vous voyez, cette première photo, bon, vous voyez, on a ici, pour les Dogons, je faisais allusion à ce peuple en Afrique qui avait déjà la particularité de présenter les choses sous la forme de la parole en termes d'instruments de musique. Et donc, à gauche, vous avez un petit peu vous avez du créole, hein, Icafé, clarinette, la palais. Donc, ça, c'est Frantz Fanon qui utilisait déjà cette expression à son époque dans Peau noire et masque blanc. Donc là, on a un vocabulaire vraiment qui tourne autour de la parole quand on parle des instruments. On n'est pas dans un domaine purement et simplement artistique. Pourquoi ? Parce que ça engendre beaucoup de choses derrière. Par exemple, vous savez, un tambour, lorsque vous êtes dans le paradigme du monde noir, vous prenez un tambour, vous n'allez pas jouer du tambour n'importe comment. Étant donné que vous engagez une parole avec cet instrument, vous allez forcément prendre en compte un certain nombre de critères. Par exemple, vous allez jouer selon le jour où vous prenez le tambour dans la semaine, si vous êtes le lundi, le mardi ou mercredi, peu importe. Vous allez faire attention à la mélodie que vous allez jouer. Pourquoi ? Parce que dans le tambour, alors par exemple, en Afrique, on appelle ça le ka, et c'est pareil en Guadeloupe, on appelle ça le ka ou le gros ka. Quand vous jouez de ce genre de tambour, il y a ce qu'on appelle les 7 rythmes du gros ka, du tambour, du tam-tam. Il y a les 7 rythmes. Donc il faut faire attention. Selon le jour où on utilise le tambour, on va prendre en compte un des 7 rythmes pour être harmonisé avec la vibration autour de nous. C'est une question d'alignement, en fait. Et là où on peut encore rentrer dans les détails, c'est par exemple, si on joue la journée ou le soir, là encore, il y a des mélodies qui rentrent en compte. Il faut même savoir que chez les initiés, par exemple, les gens qui sont vraiment initiés au tambour, au gros cas, quand vous jouez une mélodie, il y a certaines mélodies qui s'adressent, parce que c'est un message codé, hein, c'est les premiers téléphones portables, hein, vous avez des mélodies qui s'adressent aux hommes mariés avec enfants. Et il y a d'autres mélodies qui s'adressent aux hommes mariés sans enfants. C'est pour vous dire, au niveau des différents rythmes, à quel point ils sont codés et à quel point, quand on a le code, on peut comprendre le langage qui nous est adressé. Donc ça va jusque-là. On va voir le document suivant. Voilà, ici, on va faire une petite parenthèse en Égypte. Alors pourquoi ? Parce que sur cette fresque, il y a déjà quelque chose qui est pris en compte. C'est toujours dans le cadre du tambour, avec ce qu'on appelle la parole du tambour. On va voir un petit peu en détail après ce qu'on a sur cette fresque. En fait, c'est la propagation du son en fonction de ceux qui utilisent un instrument. On va regarder la photo juste après. Comme ça, vous allez mieux comprendre, comme c'est un dessin qui représente un petit peu mieux la fresque qu'on avait juste avant. Donc, vous voyez sur cette fresque, là, vous avez Meret. Meret, c'est un petit peu, alors ce que les Dogons appelaient déjà justement la parole du tambour. Donc, dans l'Égypte ancienne, c'est le rôle de Meret. En fait, quand vous avez un ensemble de personnes qui se réunissent pour faire... ils vont utiliser plusieurs instruments. Il n'y a pas seulement le tambour, donc il y aura plusieurs instruments. Meret, ça correspond à la personne qui va amener la première note, qui va amener la première parole, qui va faire vibrer l'ensemble de l'orchestre sur une première fréquence. Donc il va être celui qui introduit le sujet, on va dire, mais comme on est dans la parole, donc ça tombe bien de dire le sujet. Donc en bas, vous voyez, vous avez Meret, c'est la première personne qui donne le tempo. Ensuite, Mat va entrer en deuxième position, et elle va amener une espèce de vibration cosmique. Elle va s'aligner sur le tempo initial. Et de cette fusion va apparaître va apparaître Hathor, qui va faire monter en vibration l'accompagnement musical.
Et ensuite, vous avez ihi tout à la fin qui fait une synthèse. Et là, vous rentrez dans une espèce d'harmonie, parce que c'est pas seulement entre ceux qui font parler les instruments, c'est une harmonie avec l'environnement, donc avec le cosmos, avec l'univers. Parce que, comme je vous ai dit au début, on est censé déjà savoir comment faire partir une parole, parce qu'on choisit le jour, on choisit le moment, si c'est en journée ou en soirée. D'ailleurs, la soirée, vous verrez que ceux qui jouent du tambour le soir, chez les anciens, on disait que c'était une façon d'accompagner l'absence du soleil jusqu'à ce qu'il revienne au matin. D'accord ? Est-ce qu'on peut voir le document suivant ? Donc là, on est dans la vibration musicale. Donc, vous voyez, c'est écrit « Créer les conditions d'un échange harmonieux ». Donc, ça se passe entre l'esprit et le corps. Ça va se passer entre le monde invisible et le monde visible, et entre l'infini et le fini. Puisqu'on est dans le monde de la fréquence, on est dans le monde de la vibration. La chose, c'est que si on peut passer au document suivant, vous allez voir que là, vous voyez, le corps humain, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que vous voyez, sous les pieds, nous avons des capteurs. Et les capteurs, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous vous mettez à bronzer. Vous pouvez exposer sous vos pieds face au soleil ou l'intérieur de vos mains. Vous ne bronzerez pas à ce niveau-là. Et parce qu'il y a des capteurs. Donc, quand on accompagne, par exemple, quelqu'un qui joue du gros cas et qu'il y a des pas de danse qui sont effectués, il faut savoir que les pas de danse, il n'y a pas de hasard dans la manière de faire du mouvement. Parce que le mouvement, c'est aussi de la vibration. On va se régler sur une fréquence. Et là, au niveau des capteurs sous les pieds, vous allez voir que la manière de bouger, là aussi, il y a de la science. On ne bouge pas n'importe comment. Vous allez peut-être, par exemple, pour ceux qui font remuer le bassin, vous allez le faire plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. Vous voyez, il y a plein de détails de ce sens-là. Moi, je vous épargne les détails parce que le sujet, ce n'est pas la danse aujourd'hui. Mais les capteurs que vous avez sous les pieds, dites-vous que vous avez les mêmes au niveau de la paume des mains. Et ce qui est particulier pour les mains, c'est que dans l'Égypte ancienne, le fait de parler des capteurs, si on peut voir la photo suivante, vous allez tout de suite voir pourquoi on appelle ça le Ka. Alors là, bon, c'est easy, je vais revenir dessus tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est quoi ? Est-ce que je peux avoir une image avec ma tête ? Voilà, je vais juste vous montrer quelque chose. On va le voir en photo tout à l'heure, mais juste vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que les capteurs qu'on a au niveau de la paume des mains, il faut savoir qu'en Égypte ancienne, il y a ce qu'on appelle justement le Ka, qui donne le nom au tambour en Afrique et en Guadeloupe. Donc ça s'écrit en phonétique latine, hein, c'est Ka. Donc le Ka, en fait, en hiéroglyphe, ça se représente comme ça, avec les deux bras levés et qui sont en fait positionnés en signe de vénération. Donc ça s'appelle le Ka, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a les capteurs et donc on prend en compte ce qu'il y a dans les mains. Tu cherches peut-être une photo pour... Non, t'inquiète pas, on va les mettre dans l'ordre, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Si tu veux, remets les documents que tu avais mis tout à l'heure. les documents ? Ouais, remets c'était juste pour montrer mes mains, mais remets le document qu'on avait un petit peu avant, comme ça on va continuer sur ça. Donc voilà, alors... Ezi, ça veut dire chanter dans l'ancien égyptien. Donc, on voit qu'on retrouve le vocabulaire autour de la parole. Donc, en fait, c'est le fait de vitaliser une parole. Donc, quand on fait... en Europe, on va dire on joue du tambour. Mais là, dans le monde noir, on vitalise une parole. Cette parole, elle a son importance, c'est qu'elle est censée amener une harmonie, comme on l'a vu entre différents domaines, entre l'esprit et le corps, etc. Et là, vous voyez sur ce schéma, alors est-ce qu'on voit bien, le téléspectateur, il voit bien ce qui est écrit ? On voit les différents verbes en ancien égyptien avec, je laisse les gens regarder un petit peu, prendre le temps de regarder. Vous avez le verbe chanter, donc comme je l'ai dit, c'est Ezi. Le chanteur, c'est Ezou. Donc chanter, c'est le fait de vivifier, de vitaliser une parole. Le chanteur, c'est celui qui va vivifier cette parole. Et vous avez Médou tout en bas, donc celui qui rythme, ou le chanteur, ou entre parenthèses, vous avez le parolier. Donc Médou qui fait référence aux paroles au pluriel, parce que Médou c'est un pluriel. Est-ce qu'on peut voir le document suivant, jeune homme ? Alors ici, vous voyez, on retrouve le verbe Ezi,
vitaliser la parole. Et vous voyez en bas, vous avez Essou, qui signifie, donc, bon là c'est écrit en anglais, mais c'est chanter. Alors l'idée c'est quoi? C'est que le fait de chanter et le fait de prier, c'est le même mot en égyptien ancien, c'est Ezou. Vous voyez? Donc je vous épargne le langage en hiéroglyphe parce que je ne voudrais pas quand même un dimanche vous faire des leçons d'école quand même. Est-ce qu'on peut voir la photo suivante? Donc vous voyez, là je parlais des planètes tout à l'heure. Là on a les planètes et l'écliptique. Donc on prend en compte les 7 planètes majeures de notre système et l'écliptique, c'est, si vous voulez, c'est la ligne sur laquelle, sur laquelle le Soleil effectue sa course. D'accord? Alors les anciens Égyptiens, ils parlaient déjà de l'écliptique et ils parlaient de la barque de Ra qui justement se déplace le long de l'écliptique. Donc quand vous avez les 7 planètes alignées sur l'écliptique, donc elles sont, après vous voyez, c'est jouer du tambour ou bien faire le tambour parler, finalement vous avez besoin d'avoir des notions d'astronomie parce que vous devez observer le ciel et être capable de dire, ben voilà, tel rythme du cas, voilà tel rythme que je vais jouer aujourd'hui ou quelle est la parole que je vais sortir du tambour aujourd'hui. Vous voyez, donc là, c'est un petit schéma comme ça que je voulais vous montrer pour vous montrer l'importance de comment la parole, elle a rimé au système stellaire. Est-ce qu'on peut voir le document suivant, jeune homme? Alors ici, vous voyez la culture africaine et le gros cas. Alors, vous voyez, je vous lis rapidement ce qui est écrit. Il existe dans la tradition africaine 2 classes d'instruments, donc dits sacrés. Donc, vous avez les cordophones et les tambours. Donc, en gros, les cordophones, bon, aujourd'hui, le descendant, par exemple, vous avez le piano, mais on est toujours dans le système des cordes, puisque c'est un marteau qui vient taper sur une corde. Et vous avez donc les tambours sur lesquels on explique un petit peu le fonctionnement. Donc, en Guadeloupe, cet instrument porte le nom de tambour, donc le ka. L'art musical appelé gros ka en Guadeloupe procède en réalité de la culture originelle des Africains déportés et réduits en esclavage par les Européens. Alors, en fait, en réalité, c'est quoi? C'est que, vous voyez, souvent on présente la culture des afrodescendants d'une certaine manière qui ne correspond pas à la réalité que je vous explique depuis tout à l'heure. Souvent, quand on présente la culture du tambour, souvent on dit oui, bon, nos ancêtres esclaves, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après avoir bien sué dans les champs, dans les plantations la journée, le soir, ils se défoulaient sur des tambours, des gros cas, des tam-tams, histoire de penser à autre chose. Moi, je trouve cela un petit peu dommageable de présenter ça comme ça parce que les soi-disant esclaves, c'était pas des abrutis en réalité, parce que souvent c'est présenté comme ça. Qui dit esclave dit abruti. C'est que le gars, s'il s'est fait attraper, il s'est fait déporter dans un négrier, qu'il est arrivé là-bas dans le Nouveau Monde, c'est que le gars, il n'était pas fut-fut. En réalité, c'est des gens qui ont voyagé avec un background, ils avaient des connaissances, et le fait de jouer du tam-tam, du ka le soir, justement, ça faisait référence à ce que je disais en début de la rubrique, c'est qu'on accompagne l'absence du soleil dans sa course, parfois jusqu'au matin. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, dans les plantations, l'esclave, il avait déjà cette connaissance et donc il n'y avait pas de hasard dans sa façon de jouer. Et c'est même pour ça que les planteurs, les esclavagistes, à un moment donné, quand ils ont compris le langage caché dans l'expression du ka, ils l'ont tout simplement interdit pendant une certaine époque. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont compris que d'une plantation à l'autre, on pouvait communiquer avec le ka et vous pouviez organiser même des révoltes à distance. Donc, vous aviez ça avec l'Amérindien qui, lui, avec le visuel, c'était la fumée. Selon la manière de faire monter un nuage de fumée, ils envoyaient un code à distance. Vous voyez, c'était des codes qui étaient envoyés à distance bien avant le portable. On va regarder l'image suivante. Pour ne pas faire trop long sur le tambour. Alors ici, vous avez... alors la photo, c'est Mentuhotep. Avec derrière, vous avez un tambour qui date de plus de 4000 ans. Alors, vous voyez, quand je parlais de culture, on va faire une petite pause là-dessus, sur la colonne vertébrale au niveau de la culture. Parce que ce que je vous explique là, je sais, je suis comme d'habitude un peu technique sur certains détails, mais on va prendre un exemple. Est-ce qu'on peut avoir de la vidéo sur moi? On va quitter un petit moment les documents et je vais vous expliquer. Parce que vous voyez cette photo avec Mentuhotep, si on perd la colonne vertébrale, notre colonne vertébrale au niveau de la culture, on passe complètement à côté du sujet. Et je vais l'illustrer par un autre exemple. Parce que comme là, on avait un tambour africain en Égypte, notamment, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais c'est exprès. Je sors un petit peu du cadre du tambour, vous allez comprendre pourquoi, au niveau de la culture. Alors, désolé pour... finalement, on va faire un petit peu d'école.
j'ai ramené un tableau. Excusez-moi. Hein. Alors, il est vierge hein, des deux côtés. Vous voyez, je vais pas, comment dire, je vais pas vous faire les exercices. C'est moi qui vais les faire. Hein, vous voyez, je suis gentil, un prof très très gentil, et c'est moi qui travaille donc le dimanche. C'est normal. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous avez vu la photo de Mentuhotep qui était un souverain, qui est décédé un petit peu vers 2009, avant Jésus-Christ évidemment. Et en termes de culture, comme on nous présente souvent l'Afrique, en général l'Égypte, sous le prisme européen, justement, le paradigme européen, c'est celui-là qui vient nous expliquer ce qu'a été l'Égypte. Monumentale erreur. Et je vais vous faire une démonstration tout de suite à ce niveau-là. Mentuhotep, si vous remarquez une chose, c'est que dans les noms des souverains, vous avez peut-être remarqué ce détail, hein. L'idée, c'est quoi? C'est que généralement, quand vous donnez un nom à vos enfants, des noms à vos enfants, souvent, c'est des noms qui traversent les époques, ça traverse les siècles même. Parce que la culture porte le nom. Elle va le porter, c'est pendant des années, ce nom va traverser les âges. Vous remarquerez que les noms en Égypte antique, pour une civilisation qui a duré plus de 3000 ans, le paradoxe, il est énorme. C'est qu'on a des noms qui n'ont pas traversé les âges. Et moi, je trouve ça bizarre. C'est simplement parce qu'on nous présente les choses du point de vue européen, parce qu'il ne veut pas, dans notre imaginaire, qu'on fasse la relation directe entre le continent africain et le pays Égypte. Parce que dans notre esprit, quand on parle d'Égypte, on a plutôt tendance à penser, oui, pays de culture orientale, ou moi, c'est le Proche-Orient, vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, si on dit que le pays s'appelle la République islamique d'Égypte, mais dans l'Antiquité, on est en Afrique. Et donc, je vais vous donner Mentuhotep. Moi, je n'en connais pas des masses des Mentuhotep. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, le nom, il n'a pas traversé les âges. Mais je vais vous montrer sur le tableau comment on écrit Mentuhotep et vous allez comprendre là où je veux en venir au niveau de la culture. D'accord? Je fais ça très rapidement. C'est une parenthèse. Hein. Désolé mais je rassure les élèves. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'exercice, c'est pas vous. Mais dans les prochaines émissions, vous allez faire des exercices. Moi, je vous le garantis. Il n'y a pas que moi qui travaille quand même. Et je viens de Martinique, un Antillais qui travaille un dimanche, déjà, c'est chaud. Alors, en bon fonctionnaire que nous sommes, je ne vois pas pourquoi je devrais travailler un dimanche. Donc, je vous fais ça rapidement. C'est sous contrôle de Maître Soso, Maître Huissier Soso qui regarde. Hein. L'huissier est là. Voilà. Je répète, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Bon, là, je vois un soleil déjà. Ouais, il faut le vérifier, d'accord? Parce que je ne suis pas infaillible. Pas de triche, là. Donc, je vous fais un truc très, très, très rapide. Hein. Tac. Très rapide. C'est juste histoire que tout le monde puisse voir la chose. Alors, c'est grossier. Hein. C'est vraiment grossier. Je ne me suis pas appliqué. Je confirme. Ceux qui me connaissent vont dire, là, Malik Oudja, il nous a déçus. Il n'écrit pas comme ça habituellement. D'accord? Alors, je vais vous montrer mon dessin. Ne jugez pas. Hein. Je sais qu'on arrive à une époque, il faut mettre des notes, il faut juger tout le temps. Ne me jugez pas. Le dernier, on dirait un stéthoscope. Ouais. Mais c'est pas un stéthoscope. Ne juge point. On lit de droite à gauche ou de gauche à droite? Là, on va lire de droite. Non, de la gauche vers la droite. Ok. D'accord? Est-ce qu'on voit bien? Non, ok, on voit bien. Parce que je veux pas couper ma voix du micro. Donc, vous voyez, un égyptologue européen, quand il vous parle de Mentuhotep II, on va être précis, là, il va vous dire, voilà le hiéroglyphe qui donne son nom. Mais si vous ne savez pas lire les hiéroglyphes, vous lui faites confiance. Vous dites, bon, le gars, c'est un égyptologue. Le gars, il a fait des études. Il est pas teubé, le gars. Mais le problème, c'est que d'un point de vue européen, là, le paradigme européen n'explique pas du tout ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là, c'est pas du tout écrit Mentuhotep. N'importe qui sait lire, parce que là, je suis conscient qu'il y a une caméra. Hein, parce qu'il y a l'huissier en plus à côté de moi, qui est en live avec moi. Exactement. Donc, je suis pas assez cinglé pour inventer un truc. Là, c'est pas écrit Mentuhotep, mais on nous dit que c'est ça qui dit que c'est Mentuhotep pour l'identifier. Alors, je vais vous expliquer en direct live comment ce bonhomme s'appelait en réalité. Et vous allez voir que du point de vue du monde noir, de l'Afrique, du paradigme africain, vous allez voir le résultat et qu'on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc, démonstration en direct live. Je vous prends notre fête de couleur. Oui, je suis sérieux. Ah, mais... Bon. Toujours budget énorme. Budget énorme sur KSM. Budget énorme. Vous savez, le prix d'un fête aujourd'hui. Sous l'œil de notre huissier, Sofiane. Et l'huissier, il faut le payer à la fin. Mais je vais demander à la radio de payer. Sauf tout s'il ça. s'abonne. Si s'abonne, je ne fais pas payer. Alors, est-ce que tu peux me mettre la caméra Ah, tu veux voir celle-là? Tu veux l'autre du coup? Ouais, parce que du coup, je vais le faire en direct Vas-y. live, là, comme ça. Je pense que c'est potable comme ça.
c'est archaïque. Je le reconnais en 2025 de faire ça. Je suis désolé. Ici, vous avez le soleil. Je l'ai reconnu, t'as vu? Oui, tu as tout de suite reconnu. Mais Ouais. celui-ci, il n'est pas mauvais. Hein. Ouais. Là, vous avez le disque solaire. Donc, dans l'écriture hiéroglyphique, il faut savoir que quand vous lisez ce nom, ce caractère, vous ne le lisez pas pour l'instant. C'est ce qu'on appelle entre guillemets un interdit, mais je vais vous épargner les règles linguistiques de l'ancienne Égypte. Donc, pour l'instant, on ne le prononce pas, d'accord? On va le lire dans ce sens-là. Donc, on va entamer directement sur le deuxième symbole. Bon, ce signe correspond à ce qu'on appelle un tissu plié. Et ça se translittère dans la phonétique latine, c'est le S. D'accord? Bon, j'essaie de faire un truc propre. Ça se translittère S. Ici, vous avez la clé de vie, qui représente les 4 éléments. C'est pour ça qu'on parle de la clé de vie. C'est dans le paradigme européen, on va dire Ankh. Et C'est vrai en plus. Ouais. D'accord? Oui. Mais dans le paradigme africain, on peut prononcer Onk aussi, ou Onki. Mais dans le paradigme africain, alors je vais mettre... Ah, donc ils ont gardé quand même le même... Oui, mais c'est... de l'origine. Oui. Donc, dans le paradigme africain, ça se prononce An, pas Ankh. D'accord? Ça, c'est le point de vue européen qui dit qu'on doit dire Ankh. Donc, ce symbole, c'est An. Ensuite, ici, pour les connaisseurs, vu qu'on parle du tambour aujourd'hui, ça se translittère dans le latin, en langue latine, K. Le fameux tambour. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me montre la caméra, enfin qu'on me montre en caméra. Pourquoi? Parce que je vous ai montré l'intérieur de la paume de mes mains. Donc, quand vous faites ça, c'est le K, les 2 mains en vénération. Eh bien, vous les retrouvez, c'est ce symbole-là, et ça se prononce K. D'accord? C'est un cas. Maintenant, on va lire le premier symbole qu'on ne devait pas lire, qui est un interdit linguistique. Donc, ce disque solaire, c'est Ra. Qu'est-ce que vous lisez? Sankara. Sankara. Et pourquoi de Sankara c'est passé à... Parce qu'on veut couper l'Égypte du paradigme africain. Maintenant, des Thomas Sankara. Il y en On a connu beaucoup. Thomas Sankara, mais Bien des sûr. Sankara aujourd'hui, ça a traversé les âges, le nom Sankara. Et avant Thomas Sankara, il y avait déjà des Sankara en Afrique. Donc, l'homme qu'on nous a présenté sur la photo, qu'on va revenir dessus dans les plus brefs délais, là, vous voyez qu'on nous dit Mentuhotep. Je ne sais pas comment ils arrivent à lire Mentuhotep sur ce genre de hiéroglyphes. Ah, c'est pourtant très clair. Non, je rigole pas du tout. Maintenant, donc ici, vous reconnaissez, ça c'est le son K, les 2 mains levées avec les capteurs. C'est le son K. Donc, comment vous pouvez lire Mentuhotep? C'est pas possible. Après, je peux faire l'avocat du diable ou pas? Il faut. Vas-y. Le tissu plié là. Oui. On peut le prendre en M. En M. Ouais. Parce que ça fait une petite boucle du M. Tu vois. Tu dis oui, si on rajoutait, ça ferait un M. Alors, oui, mais là, c'est une écriture hiéroglyphique. Oui, je suis d'accord, mais je t'ai dit, je fais l'avocat du diable. Oui, vas-y. Genre, après, je vais le latiniser, genre. Après, Vas-y. le deuxième, Ouais. ça fait un T et un O dessus. Le T, ouais. Un U, la petite boucle U, donc ça fait mène tout déjà. Ouais. Tu es chaud ou pas? Oui, vas-y, continue. Maître Soso est bon, hein. Ah, il est bon jusque-là, allez, vas-y, continue. Et après, je suis bloqué. T'es bloqué, pourquoi? Sur le Hotep, je peux pas. Ouais, où tu te... Ouais, là, je pourrais pas. Le P à la fin, à la limite, Ouais. ça peut faire un petit P, mais après, c'est en incohérence avec le premier. En tout cas, moi, je vois pas comment... Voilà. Le Hotep, là, moi, je le lis pas du tout. Je te remets celle-là, je te remets cette caméra. Pourquoi Comme le ça, il Ra, voit tu le mieux. mets pas sous Ra, sous Parce que c'est le nom d'un dieu, non? Le En fait- symbole interdit. Alors, pourquoi c'est interdit? Parce qu'en fait, quand vous lisez le hiéroglyphe, là, Ouais. c'est le nom de quelqu'un, en fait, ce symbole, il vous donne déjà simplement le rang social de la personne Ah, dont il est d'accord. question. Ok. C'est pour ça qu'on le lit en dernier, parce que ça va vous faire comprendre que là, vous avez affaire à quelqu'un d'important. Ah, ok. Et généralement, le disque solaire, là, vous avez affaire à la plus haute... Ouais, moi, je jouais le dieu Ra, tout ça, machin. Enfin, entre guillemets, dieu Ra. Ouais, c'est pour Ouais. ça. Donc là, ça fait référence carrément au souverain du pays. Pourquoi? Parce qu'il est, en tant que roi, il est le représentant au niveau de l'autorité de Dieu sur le pays. Ouais, c'est comme un porte-parole. Je Ouais, vais vous dire, quand un roi monte sur le trône, la responsabilité qu'il a vis-à-vis de Dieu, elle est tellement importante que, par exemple, je vous donne un truc qui n'a rien à voir, et on va revenir sur le sujet du tambour. L'idée, c'est qu'un roi, quand il monte sur le trône, il est responsable de tout ce qui se passe dans son pays, même au niveau de la biodiversité. Ça veut dire que s'il monte sur le trône, il y a 15 millions d'abeilles dans son pays. À la fin de son règne, s'il en reste 9000, il va devoir rendre des comptes. Il va devoir en créer des abeilles. Hein. Donc, avant qu'il quitte le trône, oui, il va devoir faire du clonage, ce qu'il veut. Et encore, il n'y aura même pas l'énergie divine dedans, puisque c'est une Ouais, ça invention veut dire qu'il humaine. a été irresponsable de. Il n'a pas Ah oui. su diriger
c'est-à-dire au niveau des responsabilités, il n'a pas pris son truc au sérieux. Parce qu'il représente Dieu, là. Donc, il doit s'assurer que dans le pays, les gens, les animaux, tout l'écosystème, il ne faut pas qu'il y ait de faille. Il faut que sa responsabilité soit totale à ce niveau-là. Et donc, il engrange sa responsabilité en montant sur le trône. Mais il va être jugé pour ça. Vous voyez ? Et après, dès qu'il est... je ne sais pas combien de temps ça dure un règne ? Ouais, mais après, dès qu'il finit, il est jugé immédiatement. Là, on parle du jugement dans l'au-delà. Hein. Ah, ok, je croyais que c'était... Non. Il descend du trône et après, là, il y a... Ah non, je vous parle du jugement... D'accord, ok. Jugement dernier. Dans l'autre monde. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est dans leur texte. Hein. Ok, moi je pensais que c'était entre guillemets, genre pendant 20-30 ans, après il... Non, il est... Okay. Oui, alors de son vivant, il y a déjà des... Il faut savoir qu'il y a... En fait, c'est parce que l'Égypte avait quand même mis en place tout ce qui est gouvernement qu'on connaît aujourd'hui. C'est un héritage qu'on tient d'eux. Hein. Le fait qu'il y ait des ministres, il y avait le ministère des Affaires étrangères. Le trésor public, c'est pas une invention de la France bleu, blanc, rouge. Youpi, on va vous prendre des impôts et ça n'avait rien à dire. L'expression trésor public, c'était déjà dans l'Égypte antique un fonctionnement connu. Donc, les gouvernements aujourd'hui, on sait plus ou moins de qui ils se sont inspirés. Donc, on va revenir sur les photos pour finir pour la rubrique, parce que je ne vais pas faire trop long pour ne pas dépasser sur le timing. Donc là, voilà, on va poursuivre avec Là, on a le plus vieux djembé, donc aussi plus de 4000 ans. Donc du coup, vous savez, le plus vieux djembé, vous voyez, Afrique noire, vers 2000 avant... Donc, quand on a parlé de Mentuhotep ou de Sankara, donc si vous voulez voir tous ces tambours-là, il faut aller au musée du Caire. Là, vous allez avoir des collections de tambours, de gros cas, donc. Et c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut voir l'image suivante, jeune homme ? Merci. Donc vous voyez ici le nom kamite du tambour. Donc c'est ce qu'on a vu. Vous aviez le ka, le gros ka, le djembé. Donc ici, vous avez le teben qui a donné en français tambour. Et kam-kam, donc la racine de kamit, kam-kam qui a donné tam-tam, donc qui correspond à ce qu'on appelle un instrument à peau. Voilà. Est-ce qu'on peut voir l'image suivante ? Donc la derbouka, c'est pareil. C'est le même principe. C'est le même principe. Après, les noms t'as vu avec quoi ça finit ? Comment ? Le mot, il finit avec quoi ? K. C'est le même principe. On parlait du cas. C'est le même principe. Donc, vous voyez, on retrouve ici la photo avec les bras levés au-dessus de la statue. Donc, c'est le K. Si on lit du hiéroglyphe, ça, c'est le symbole K. Ça se prononce K. Donc, vous avez le plus vieux tambour. Mais attendez, vous voyez, sur le côté de la statue, c'est le tambour fût. Parce qu'on a souvent dit, oui, le fût, c'est une invention des Anglais, parce que les gars, vous connaissez le rapport qu'ils ont avec la bière. Ouais. Vous voyez là, on a plus de 3600 avant notre ère. Vous avez un tambour fût. Parce que, bien avant de parler du tambour, parce que vous savez, le tambour, vous avez vu les photos, comment c'est fabriqué un tambour. C'est du bois qui a été plié avec des cordages à l'extérieur. Là, vous avez un tambour fût. Et comme les Égyptiens, notamment, pas que eux, mais les Africains avaient déjà la technique pour plier le bois afin de fabriquer ce qu'on appelle les coques de bateau. Donc, ils avaient tout simplement reproduit sur le tambour. Donc, là, on a la version du tambour fût. Vous voyez, en fait, la photo, elle est en noir et blanc, c'est dommage, mais c'est ce qu'on appelle le tambour fût. Et vous voyez, il n'y a pas le cordage à l'extérieur. On va passer au document suivant. Voilà, vous voyez, j'ai mis, vous voyez exprès à côté, vous avez le barillet, donc le tambour. Et à côté, vous avez la barque. Une barque, souvent, c'était ce modèle qui était utilisé dans les processions pour un petit peu mimer le déplacement de la barque de Ra, donc la barque de Dieu au niveau de l'écliptique qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que l'écliptique, je rappelle, c'est le trajet que suit le Soleil dans le cosmos. On va voir la photo suivante pour terminer. Donc, vous voyez deux photos, donc deux en une. Donc, en haut, vous avez une procession spirituelle. En bas, c'est la même chose, mais légèrement plus gros plan. Hein. C'est histoire de voir un petit peu le détail. Vous voyez là, ce qu'on a là, c'est une espèce de dessin qui reproduit ce qui se faisait à l'époque. Donc on voit le déplacement de la barque, etc. Donc c'est une procession. Et alors, c'est difficile si on ne peut pas plus grossir l'image, mais dans le cortège, il y a les cas, les gros cas, les tambours qui sont utilisés. Et ce cortège, c'est exactement ce que vous avez aujourd'hui dans le carnaval. Sauf qu'aujourd'hui, le carnaval s'exprime non plus dans le cadre de la culture originelle, mais c'est devenu plutôt un folklore où on ne pense qu'au divertissement. C'est un petit peu là où c'est dommage. C'est pour ça que je parlais de colonne vertébrale en début de rubrique. Parce que si votre culture ne vous sert pas de colonne vertébrale et que la transmission
des connaissances ne sont pas assurées, votre culture devient folklore. Et ça devient du divertissement. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui au niveau du gros cas et au niveau de l'explication sur le contenu du tambour. Donc c'est comprendre la mélodie, que c'est une parole et qu'on distingue plusieurs paroles. Comme je l'ai dit, il y a des codes. Et vous savez, dans la musique, vous avez le son mâle et le son femelle. Donc vous avez la note aiguë, la note grave. Donc grave, c'est le masculin, aigu, c'est le féminin, etc. Donc c'est tout un domaine de science. Et je crois que j'ai même pas fait la moitié de ma rubrique. Hein. Là, je fais de l'autocensurage. Hein, parce que je voudrais pas prendre plus de temps, parce que je voudrais qu'on entende aussi la rubrique suivante qui est tout aussi intéressante. Donc voilà un petit peu ce que je voulais présenter sur le gros cas aujourd'hui. Et on essaiera d'y revenir peut-être dans d'autres émissions. Voilà, on fera des parenthèses quand on abordera d'autres sujets, parce que le gros cas, il est à tous les niveaux. Et je demande simplement qu'on retienne justement le son K, parce qu'on va le retrouver dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Donc voilà pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir la dernière photo que je t'avais envoyée? Parce que c'est juste de l'actualité par rapport à un événement qui n'a rien à voir avec ma rubrique, mais qui a un rapport avec le monde noir. C'est que le 14, 15 et 16 mars prochain, il y a le 4e salon du livre africain de Paris. Donc vous avez ici l'adresse en bas, l'espace des Blancs Manteaux. C'est alors entrée libre. Hein. C'est dans le 4e arrondissement de Paris. Donc ceux qui sont dans la région et qui voudraient se documenter, trouver des livres, peut-être qu'il y a des auteurs qui vont venir faire des dédicaces. Là, pour l'instant, je n'ai pas pu obtenir de nom sûr, mais voilà, il y a le 4e salon du livre africain dans le 4e arrondissement de Paris, 14, 15 et 16 mars prochain. Voilà pour les informations que je voulais vous partager, que je voulais partager avec vous aujourd'hui en tout cas. Voilà pour moi, c'est tout pour moi. Merci. Merci Malik. Monsieur l'huissier. Toujours. Oui. Je vous surveille. Hein. Non, apparemment l'huissier a validé. Hein. Il a validé. C'est validé. J'ai même essayé de gruger le truc, j'ai pas réussi. Hein. Bravo Malik pour cette rubrique, c'était très intéressant. Quand tu l'aborderas, on abordera également des grands musiciens afro-descendants qui jouaient du tambour et autres. Oui, parce que c'est vrai que le tambour, il y a tellement de sciences. Vous savez, j'ai pas pu vous parler de la préparation, c'est pas seulement les points cardinaux, parce qu'il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Non, on oriente son tambour, on ne pose pas juste le tambour par terre pour dire je vais jouer du tambour. Il y a plein de choses à faire avant de jouer, justement. Donc voilà, mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être après. C'est un instrument sacré chez nous en Afrique en tout cas. Oui. On s'en sert du nord au sud. Hein, c'est ça qu'on l'a dit tout à l'heure, les cordophones et le tam-tam, le cam-cam, tout ça, ça fait partie des objets sacrés puisqu'on exprime une parole sacrée, effectivement. Et une question, le djembé fait partie des tambours aussi. Bien sûr. Voilà. C'est des noms qui changent d'une culture à l'autre en Afrique, d'un pays à l'autre. Et chez les afro-descendants, par exemple, Tito Puente à Cuba. Oui, c'est le même principe. Voilà, il jouait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la culture et sa transmission au niveau des valeurs, parce que si ça se perd, on va tous regarder le tambour avec un seul paradigme, et je trouve ça dommage qu'on n'ait qu'un seul point de vue sur le fonctionnement d'un tel objet. Effectivement, un héritage africain. Ouais, qui dit long sur son fonctionnement. Merci beaucoup. Comme l'a dit Malik, moi je vais parler des Berbères. Hein. Vaste sujet. C'est vrai, il y a tellement à dire sur les Berbères qu'on va résumer. Hein. Voilà. Le temps qui m'est imparti ne suffit pas pour en parler. C'est un peuple qui existe depuis très, 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 très longtemps. Et ça remonte à la préhistoire. Les Berbères datent de la préhistoire, il faut le savoir. Ce sont les premiers habitants autochtones de l'Afrique du Nord. Et bien avant l'arrivée de tout ce qui est phénicien, romain, arabe ou européen. Donc c'est un peuple qui était là bien avant toutes ces invasions. Ils seraient, d'après ce qu'on dit, les descendants des populations préhistoriques ayant occupé le Maghreb depuis au moins 10 000 ans. Voilà. Avant notre ère. Certains chercheurs les rattachent aux Capsiens. Alors, les Capsiens, c'est encore une autre ethnie. Donc, c'est une culture préhistorique qui s'était développée dans la région entre 8000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Et il est vrai que ce sont des populations tellement anciennes et présentes en Afrique. Pour moi, ce sont des très, très vieux habitants africains.
Bon, voilà, moi, c'est ce que je dis au quotidien. Mhm. Attention, on est des vieux habitants d'Afrique. On ne nous enlèvera pas notre africanité parce on est là depuis tellement longtemps. Bah, pour ceux qui sont berbères, hein. Donc, leur mélange, donc il y a eu des mélanges par rapport à la génétique et tout. Donc, il y a des études génétiques et anthropologiques qui montrent que les berbères ont des liens avec différentes populations très anciennes. On dit désolé, je vais le lire, hein, les Ibéro-Maurusiens vers 20 000 avant Jésus-Christ. Donc, ils sont proches des populations méditerranéennes, tout ce qui est bassin méditerranéen. Les Phéniciens et Carthaginois, donc qui ont influencé certaines cités berbères. Hein. Les Romains, donc qui ont colonisé l'Afrique du Nord et se sont parfois mélangés aux berbères. Et enfin, les Arabes, dont l'arrivée au 7e siècle a énormément... Alors, elle a une influence majeure dans cette partie de l'Afrique, l'arrivée des Arabes. Hein. Donc, ça a marqué la culture berbère, mais elle a aussi un petit... certaines personnes disent qu'elle a contribué aussi à effacer l'identité berbère. Le fait que, voilà, par les Arabes qui ont marqué de leur empreinte, par la langue, par l'écriture, par la religion, l'islam, etc., etc. Donc, on dit qu'ils auraient un peu effacé l'identité. Attention, elle persiste quand même, hein, l'identité berbère, elle est assez forte. Elle tient à son identité. Donc, les berbères parlent des langues ils ont des langues de la famille amazigh, toujours vivantes, bien sûr, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Mali, au Niger. Je rajouterai aussi le Tchad. Moi, je connais des personnes qui parlent berbère, des Tchadiens, mais qui est assez proche, hein, du reste de l'Afrique du Nord. Hein. Donc, ça reste quand même une langue qui résiste au temps, qui résiste un petit peu à la standardisation, à savoir parler telle langue ou telle langue, le français, l'arabe. Non, les peuples berbères continuent de parler leur langue et ils y tiennent. Les berbères, ils ont effectivement, leur culture elle a vraiment résisté à tout, hein, comme je viens de le dire. En résumé, les berbères sont des descendants d'anciens peuples nord-africains qui ont évolué à travers un mélange de cultures locales. Ils ont tellement été mélangés, je me demande, certains anthropologues et ethnologues disent que les premiers métissages dans l'humanité sont apparus en Afrique du Nord. Donc, à vérifier, mais ils ont côtoyé effectivement tellement d'identités qu'il se peut que ce soit vrai. Voilà. Et chez les Berbères, il faut le savoir, on a des rites de passage, des coutumes qui sont encore présentes aujourd'hui. Donc, ils vont varier selon les époques et surtout selon les régions. Telle région va garder telle coutume, telle autre. Voilà, c'est surtout pour rester attaché à leur culture. Par exemple, lors de la naissance et l'enfance, on a déjà l'imposition du prénom. Un prénom amazigh est souvent choisi. On a des prénoms comme Aïdan, comme Kaina, comme Gurta, etc., etc. On a plusieurs prénoms, mais vraiment purement amazigh, auxquels on tient, et qui ont vraiment un sens. C'est un symbole. C'est des liens avec la nature. C'est des liens avec le vent, le soleil. C'est toujours en lien avec quelque chose qui nous entoure. Voilà, c'est comme ça qu'on va nommer un enfant. Il y a la fête du 7e jour qui s'appelle Sbour. C'est beau. Sbour, voilà. Comme dans de nombreuses cultures, une célébration a lieu 7 jours après la naissance de l'enfant. Et ça, on la retrouve on la retrouve dans l'islam, hein, énormément. Certaines franges des juifs aussi, le chiffre 7 compte énormément. Il y a effectivement des rites qui sont faits lors du 7e jour
Et ça rejoint un peu la chronique de Malik sur le chiffre 7, qui revient un petit peu sur beaucoup de cultures, hein, Oui. et dans les coutumes, religions des uns et des autres. Également, nous avions les mariages. Ça comprend plusieurs étapes dans la culture amazigh. Il y a la demande en mariage, il y a la dot, il y a la dot, on appelle tiffout en amazigh. Est-ce que, par exemple, j'appelle un invité mystère qui s'appelle Mousse, tu as un nom pour, par exemple, à Figuig, la dot. Voilà. Donc on dit que c'est tiffout. Moi j'ai demandé à droite à gauche, pas Figuig, hein, j'ai demandé à quelqu'un voilà, qui est berbère, comment on appellerait la dot, il m'a dit tiffout. Après je sais pas. Faut demander à Lucier. À Lucier, il est pas berbère. Je suis pas berbère, mais je sais qu'ils veulent pas donner d'oseille, donc c'est pour ça qu'il y a pas de mot. C'est pour ça que moi je connais pas le mot, parce qu'ils donnent pas la dot. Ça n'existe pas, ils ont enlevé du dictionnaire Larousse. Ils ont envie de dot, enlève ça, là, enlève dot, là, on veut plus. Et j'ai été là et j'ai accepté d'effacer ce mot. Et donc, c'est souvent des cérémonies qui durent 2-3 jours avec des chants, des rites, du henné, des choses. Enfin, c'est souvent des moments de joie dès qu'il y a un mariage, et ça, je pense que c'est un peu partout. Également, les femmes berbères se tatouaient le visage après le mariage. Et ça avait une signification. Ça voulait dire signe de fertilité et de protection. Voilà. Ma grand-mère, elle avait, moi, sur le menton. Elle était berbère ou pas? Berbère, barbare, elle était beaucoup de choses, ma Oh, grand-mère. la pauvre. Et ouais, elle était berbère, ouais. Elle était berbère. Ouais, donc, elle avait un tatouage sur le menton ici. oui, souvent là, Sur le nez, ouais. le nez, là, Ouais, là, mes deux grand-mères en plus. Hein. là aussi. Là, l'autre, c'était le front. Ouais, Ma grand-mère, là. c'était le front, et là, c'était. C'était vraiment après le mariage, c'était vraiment pour la fertilité, c'était des porte-bonheur, et on tatouait les femmes. Par exemple, pour tout ce qui est enterrement, les berbères suivent généralement les rites islamiques de nos jours, mais certaines pratiques pré-islamiques subsistent, comme le deuil collectif et les rites et la visite régulière des tombes. Nous avons notre huissier qui est mort de rire. Désolé, j'ai un fou rire. Pourquoi? Je sais pas. Désolé. Non, vas-y, je t'écoute. C'est quand tu as dit tombe. Non, ouais, en fait, ça m'a fait rappeler un truc et ça m'a fait rire, désolé. Ah ouais? Ouais, le pire, c'est que c'est vrai. Je vous montrerai après, c'est trop drôle. Pardon. Également, ça va rejoindre un petit peu notre chronique la semaine dernière. Tout ce qui est croyance et spirituel, il y a le culte des saints, les marabouts. Voilà, chez nous, dans la région, il y a toujours le tombeau d'un saint qu'on va visiter, qu'on va vénérer, et ça peut être perçu comme un manque de respect à notre créateur, Dieu qui est unique. Il y a aussi dans les mosquées, des fois, ils mettent une tombe, ils font Voilà. un espace et... Mais c'est des rites qui restent des rites pré-islamiques. Voilà, on va visiter des saints. Donc, beaucoup de berbères, notamment en Afrique, vénèrent ces saints parce qu'on croit toujours en leur pouvoir. Ça rejoint toujours notre sujet. Hein. On pense qu'ils ont un pouvoir surréaliste, ce que Dieu ne peut pas faire, ces saints vont pouvoir le faire. Voilà, ce sont un petit peu, ça s'oppose, ça vient en opposition avec l'islam monothéiste, on croit qu'en Dieu, voilà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, mais avec cette culture un petit peu des tombeaux, des saints et autres, on va lui donner un pouvoir un peu, on va lui donner une place centrale au sein du coin. Parce que pour compléter ce que tu dis à l'instant, l'idée, c'est parce que c'est vrai que dans les religions abrahamiques, on va parler des anges gardiens, ouais. Alors que chez les peuples comme celui dont tu fais le portrait aujourd'hui, les peuples anciens, ils n'avaient pas cette idée d'ange gardien, parce qu'ils étaient très proches justement de leurs ancêtres, donc c'était les ancêtres gardiens. Et donc l'idée, c'était ça au départ, c'était pas forcément d'adorer la personne enterrée, mais c'était le fait de perpétuer le lien avec cette personne qui est un ancêtre vénéré, dans le sens où on lui témoigne du respect. Après, ça peut partir effectivement dans des directions. La vénération peut déborder vers un culte. Exactement. Mais au départ, c'était. Ça, c'est après le culte. Les gens qui l'ont connu, après,
Oui, peut-être deux, trois générations. Après, il peut devenir une divinité quand les gens ne le connaissent plus. quand ils ne le connaissent plus, et c'est là où c'est dangereux parce qu'en fait, les anciens peuples, ils disaient, tu sais, qu'on a fait la rubrique sur le tambourka, et ben c'est exactement ça. C'est l'idée de s'adresser à la personne décédée, à l'ancêtre. On appelait ça dans certaines langues égyptiennes, notamment en Égypte, mais pas que. Ça correspondait au fait de revivifier son cas. On revient au mot cas. Et je vous dis, dans toutes les rubriques qu'on fera dans le futur, si Dieu veut, on va retrouver ce mot cas. Donc, les émanations faites aux ancêtres, c'était pour revivifier leur cas. Mais c'est sur le plan Ils sont énergétique. toujours vivants, entre guillemets. Donc sa parole vive encore, que ça ne soit pas perdu. Voilà, c'est-à-dire qu'on est encore dans le domaine des énergies. Il y a aussi un rite qui existe chez nous, c'est la fête de Ansar. Donc Ansar, c'est on met une poupée sur une carriole et c'est pour la pluie. On invoque Raïs. Raïs, plus ou moins, c'est pas dit frontalement, mais c'est le dieu de la pluie. Et en fait, c'est un rite ancestral. On retrouve ça même en Kabylie, donc à Tizi Ouzou. On fête Ansar. La carriole fait le tour des maisons et on fait des offrandes à la poupée. Donc il y a tout ce côté, cette image offrande, invocation de dieu Raïs, qui est le Raïs, le dieu de la pluie. Donc ça fait référence à enfin, tout ce qui est pré-islam, au monothéisme. En tout cas, on va essayer de développer ce sujet. Ouais, qui est voilà, qui ça m'intéresserait qu'on le fasse. D'accord. Il y a des symboles protecteurs aussi. Donc, l'œil bleu, la main de Fatma, avec la main de Fatma, les tatouages aussi étaient considérés comme, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment de véritables talismans contre le mauvais œil. Oui, il y a un code derrière, c'est Voilà, pas bien sûr. anodin. Ouais. C'est pas anodin, tout tatouage, c'est pas le tatouage d'aujourd'hui porté par des hipsters ou par c'est devenu une mode de se faire tatouer. Les gens vont se faire tatouer sans savoir pourquoi. Hein. Tiens, je vais mettre un serpent, un lion, un tigre. Voilà, c'est un effet de mode, alors que non, le tatouage, à cette époque, chez les Berbères, avait réellement une signification. Voilà. C'était un talisman surtout. Moi, je pencherais pour le talisman. Mais également, il y avait le chamanisme avant l'islam. Hein. Certains Berbères pratiquaient des rites animistes. Et qui rendait hommage à toutes les divinités de la nature. Voilà. On avait des rites animistes avant l'arrivée de l'islam. On a beaucoup de fêtes, qui résistent au temps. Notamment, on a Yenaer, c'est le nouvel an amazigh, qui est le 12 janvier en général. Dans l'Atlas marocain, enfin partout, hein, on va dire que ce soit dans l'Atlas marocain, un peu partout, on le fête. Et c'est une fête agraire qui est liée au cycle des saisons. Voilà, c'est donc célébré avec des festins et des danses. La figuig, par exemple, c'est célébré avec berkouks. C'est un plat avec des gros grains de... Je kiffe ce plat. T'as déjà goûté? Ah oui. On met des dattes, on met des... On met pas de date, mais... On met tout dedans. C'est en sauce rouge, normalement. Sauce rouge avec les petites boulettes blanches. Non, pas du tout. Si, Pas... si. Non, nous, c'est les petits Je légumes. contredis l'huissier maintenant, c'est nouveau ça. Attention, tu vas avoir des problèmes, toi. Oui, mais berkouks, figuig, il est fait avec des petits légumes coupés en morceaux, carottes, navets, etc., etc. On met dedans des lilas, on met dedans la viande, de la viande aussi qui a été faisandée, hein, les boyaux, enfin on met toutes sortes de viande dedans, la viande séchée. Hein. Les fèves, on nous dit. Également des fèves. C'est toi qui le fais à la maison, Mousse, l'invité des... Oui, si regarde, il dit, attention, vous mettez pas les fèves, vous mettez pas ça, sinon c'est massacre. C'est un plat qui est assez long à faire et vraiment merci à nos mamans, big up. Mais est-ce que ça se perd? Bon, là, c'est un autre Ça se sujet. perd pas, non. Ah ouais? Ah non, ça se perd pas. T'as mangé cette année ton berkouks? Ouais, Voilà. mais est-ce qu'avec les mamies, quand ils vont partir et tout, est-ce que la nouvelle generation, ils vont continuer à faire les Non, berkouks? Je crois pas. Hein. Ça va être difficile. Hein. Est-ce que ça va pas se perdre d'ici 50 ans? C'est pour ça que c'est important la culture. Voilà. La oui. culture, la transmission surtout c'est de la primordial. culture. Ouais. Il faut vraiment Ça aussi, ça transmettre. peut être un sujet. Ça. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont perdues ou vont se perdre? Non, faut pas que berkouks se perde. Moi, franchement, c'est mon plat préféré. Mais attention, autour de berkouks, il y a ça. Puis quand on a fini de manger, on fait des sachets avec des bonbons, brioches, chocolat, et on distribue à chaque invité. C'est Halloween berbère. Voilà, c'est pas... Mais moi, j'y tiens beaucoup. Hein. J'adore ce moment de Yenaer. Oui,
on est ensemble, Voilà, on est on machin. fait- il y a C'est même plus un des- truc de. Voilà, on fait des fêtes. Mm. Il y a énormément, par exemple, à Paris, il y a beaucoup de soirées autour de Inner faites par des associations berbères qui invitent tous les berbères de France à venir et non berbères, hein. Les berbères, sont des peuples ouverts, hein, faut pas l'oublier, hein. Ça serait intéressant de savoir d'où ça vient. Est-ce que Ah c'est oui. la naissance d'une personne? Est-ce que comment le calendrier a commencé? Le calendrier berbère. Ben, il a commencé, ben là, on est en 1974. Attendez, 2900. Je vérifie. Vérifie. Ouais. Vas-y, on continue. En attendant, je te dirai. Tu me diras, hein. Donc là, on est déjà en 2900. Il a commencé avec les peuples d'Afrique du Nord, hein. Son origine remonte à 950 avant JC, mais ça ne nous dit pas l'année. Bah, tu rajoutes 2000. Voilà. C'est pas mal ça. Pas mal, mais après, je suis pas un. Ça, c'est pas une science exacte, hein, mais. Alors, par rapport aux fêtes, on a aussi Emile Schill. Je sais pas si vous connaissez. Ah bah, ça se fête dans l'Atlas marocain. Emile Schill se fête dans l'Atlas marocain. Donc, cette fête, ça permet également aux jeunes de choisir leur époux. Je sais pas si vous avez déjà vu cette fête au Maroc. En fait, on met du ahidous, qui est une musique vraiment berbère de l'Atlas. Il y a un rang d'hommes et derrière, il y a un rang et devant, il y a un rang de femmes. Et puis, ils se tiennent la main et c'est pour en fait choisir, leur permettre, c'est une fois par an, ça leur permet de choisir un partenaire, quoi, un mari, une femme. Et donc, on avance. T'as pas vu? On le voit souvent. Et ben, c'est comme ça qu'ils choisissent un petit peu leur. Et ça, c'est vraiment une fête purement berbère de l'Atlas marocain. On est en 2975. Bah, j'avais raison. L'année dernière, 74, Ouais. à 1975. Ouais. Nous sommes un vieux peuple. Donc, il y a également une autre fête qui s'appelle Ashura. Chez les Berbères, cette fête est plus liée au rite agraire et à la protection de tout ce qui est troupeau, qu'à sa signification islamique, hein. C'est vraiment c'est pour les rites. C'est toujours en rapport avec l'agriculture. Oui, c'est ça. Hein. C'est toujours le rythme autour de des l'agriculture, saisons, les saisons. ouais. Voilà, donc on a également, chez les Berbères, il y a également un grand artisanat très varié selon les régions, que ce soit chez les Touaregs, que ce soit peu importe les peuples d'où ils viennent. En Afrique, on a les tatouages et les bijoux. Les tatouages, donc, ils avaient, comme on dit, une signification particulière. Et les bijoux, pareil. Chaque bijou avait une signification. Et des bijoux qui sont en tifinar, qui signifie paix et amour. Il y a beaucoup de paix autour chez les Berbères, hein. Même leur langue originelle, qui est le tifinar, il y a souvent des symboles de paix, d'amour, de liberté. Généralement, l'Afrique, c'est un continent Voilà. de paix. Hein. Quand on dit amazir, un mazir, c'est homme libre, ça veut dire. Donc, il y a la liberté, notion de paix, notion d'amour, de tolérance. Ce sont des peuples à l'origine très, très tolérants. Parce qu'on a accepté un peu tout le monde, hein. On a été, voilà, les Phéniciens, les Romains, les Arabes. Les Ottomans. Tout le monde est venu en Afrique du Nord pour un petit peu mixer ce peuple qui, à la base, n'avait aucune. C'était vraiment un peuple d'origine. Je sais pas si on me comprend. Si. Qui a toujours été là. Voilà. On est reconnu pour tout ce qui est tissage et poterie. Qui n'a pas de tapis berbère chez lui. Moi. Je te souhaite tu vas d'en faire avoir quoi un. Qu'est-ce que tu vas me faire Je vais te maintenant? l'offrir. Maître Soso n'a pas de tapis berbère Je vais chez lui lui. offrir. Non, mais Je vais lui ça coûte cher. Hein. Bah après, tu peux le faire au pays. Et maintenant, voilà. Mais est-ce que, après, pour le ramener, Non, maintenant, ça équivaut au même truc, hein. il y a des moyens de transport, hein. Ah bah, les femmes berbères sont vraiment célèbres, hein. À faire? Ah ouais, bah on nous dit que ça dure entre 3 à 6 mois pour faire un tapis. Oui, c'est vrai, c'est long. C'est un vrai tapis, hein, avec. Ouais, mais tu sais. Et les femmes berbères sont vraiment reconnues pour leur travail de tissage, avec des symboles ancestraux.
les poteries, tout ce qui est bijoux aussi berbères anciens. Si on va à Essaouira, par exemple, bah voilà, il y a vraiment une réelle diversité dans tout ce qui est bijoux. Bijoux berbères, c'est reconnu, les bagues, etc., etc. Et également au niveau de la danse, si on prend un exemple, Ahiddos, j'en ai parlé tout à l'heure, on trouve donc chez les Berbères du Maroc, mais surtout c'est une danse qui est collective, hommes, femmes. On a l'Gdra, danse rituel du désert avec l'Gdra, avec, je sais pas si vous avez déjà vu des Touaregs, des nomades danser dans le désert avec, c'est comme une grande poterie, hein. Donc c'est vraiment ça démontre la richesse de la culture berbère voilà, qui est très, très, très variée. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est une culture ancienne, variée, riche, de différents peuples. Voilà, de toute l'Afrique, comme on a cité tout à l'heure, hein, plusieurs pays d'Afrique. Et j'espère que ça vous a plu et que on va pouvoir rester. J'ai mis trop fort, désolé. J'ai mis trop fort le son, désolé. Oh, c'est pas grave. Vas-y, je te laisse terminer. Non, Le mais son je tourne veux en dire fond. que voilà, on a pu ça et surtout on a pu s'adapter aux évolutions de la société, aux envahisseurs entre guillemets et à tout le monde. Mais c'est un sujet tellement vaste que j'ai essayé de résumer le plus possible. Ouais, c'est long. On rentrera dans les détails la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous sur les réseaux Sur TikTok. TikTok, YouTube, Twitch. Voilà. Merci Sofiane. Oui. Et on nous fait comme ça hors antenne. Bon appétit. Bah c'est dans quelques heures. Hein. Ouais, c'est des journées sympas là. C'est des journées sympatoches. Ça haftar comme on dit, hein, c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, Allez non, faire une sieste, non, préparez peut-être, votre ouais. shorba. Exactement. Et merci Malik hein, pour ta chronique sur les tambours. On a appris énormément de Sur choses. le cas. Et le cas. Ouais. Le gros cas. Merci à tous, bon dimanche et retrouvez-nous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Bon dimanche, ça haftarkom. Au revoir très tout le bientôt. monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à KSM Radio, la radio qui vous rassemble. Des rires, des émotions et des sons qui vous ressemblent. Des news, des hits et des débats en direct. Écoutez, vibrez, c'est le moment pas.